Beaucoup seraient tentés de dire que notre invité est un humoriste. Et c'est vrai qu'il nous fait rire. Il nous a même fait beaucoup rire, notamment dans les années 90. Mais il n'a pas fait que cela. C'est sûrement pour ça qu'il préfère être défini comme un acteur qui fait rire. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Car au-delà du rire, il nous a fait réfléchir. Il nous a moqués, tournés en dérision, tous. Sans exception, les chasseurs, les personnels hospitaliers, les policiers, les critiques de cinéma, les journalistes bien sûr, pour que l'on se regarde dans un miroir pas si déformant que ça et que l'on y voit nos défauts, nos travers, nos aberrations sociales, culturelles et même ethniques parfois. Car oui, avec Les Inconnus, notre invité a fait rire sur des sujets sensibles. Il a fait des sketchs qu'on ne ferait plus aujourd'hui, des blagues qui lui vaudraient peut-être d'être vilipendé sur les réseaux sociaux, d'être banni des plateaux télé, d'être même peut-être l'objet de plaintes. Que pense-t-il alors de la façon de faire de l'humour aujourd'hui? Y a-t-il des sketchs qu'il ne referait pas, qu'il regrette? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un regard. Bienvenue Pascal Légitimus. Merci d'être avec nous aujourd'hui au Sénat dans ce dôme tournant. Le sketch sur les infirmières antillaises qui n'ont pas vraiment envie de travailler, vous le referiez aujourd'hui? Vous pourriez le refaire aujourd'hui? Alors, qui n'ont pas vraiment envie de travailler, c'est pas très juste. En fait, c'est un hommage aux aides-soignants, en ce qui me concerne, et j'estime que la réalité est pire que la fiction. Donc, quand je restitue avec mes camarades qui font un blackface pour eux, en ce qui les concerne, moi, c'est un hommage à toute une partie de ma famille, c'est générationnel, c'est un hommage aux Antillais qui ne sont pas souvent représentés, ce qu'on appelle la diversité, et puis c'est vrai que c'est drôle. Moi, ça me fait rire. C'est vrai, quand ma sœur a accouché, elle m'a dit « Pascal, dépêche-toi, écoute, viens me voir, parce que comme je ne suis pas sous le même nom, Légitimus, plutôt celui de mon conjoint, bon, je ne suis pas bien traité. » Je suis arrivé la rejoindre, et puis je vois donc deux infirmières martiniquaises. « Ah, monsieur Légitimus, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Ben, je vais voir ma sœur. Madame qui? Madame Untel. « Ah, je ne savais pas que c'était votre sœur, ben, ça fait plaisir. On se dépêche. » On se dépêche, bon, bah, évidemment, et ensuite, ma sœur était bien traitée. Donc, mais ce qu'elle a vécu, elle, et ce que mes amis ont vécu dans les hôpitaux, c'est des choses très, très réalistes. Donc nous, on a reconstitué, pour tous les sketchs qu'on a fait, la réalité, un tout petit peu déformée, il y a un petit côté clownesque, mais en fait, ce qu'on restitue, c'est un point de vue... Mais vous savez bien qu'aujourd'hui, ne serait-ce que le blackface est... Ouais. Et pourquoi on a... Très condamné. Oui, mais pourquoi? Que d'autres ont dû présenter des excuses. C'est quoi l'argument pour que ça soit condamnable? C'est ça que je comprends pas. Si c'est drôle et intelligent, oui. Si c'est mal fait, évidemment. Il y a des blagues qui sont nulles, mal faites, qui sont même vulgaires, qu'il faut éliminer. Mais quand c'est fait avec élégance et qu'il y a un point de vue et surtout qu'il y a une raison d'être, ce qu'on appelle la reason why en pub, à mon avis, mais ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la réalité est pire que la fiction. Des fois, il y a des choses plus horribles dans la vie qu'il faut aussi montrer du doigt parce que il y a des choses qui sont déséquilibrantes. Il faut rééquilibrer, harmoniser tout ça, en fait. Mais vous sentez bien que cet humour n'est plus possible aujourd'hui? Vous le regrettez peut-être, d'ailleurs? Plus possible, je pense qu'on peut rire de tout encore aujourd'hui, mais c'est la manière qu'il faut changer. C'est le vecteur, c'est la forme, c'est le paquet cadeau. Moi, j'ai fait un sketch sur Daesh il y a 5 ans. Ouais. Je l'ai même testé en Tunisie et ça a très très bien marché parce qu'il y avait un personnage, il y avait un contexte et ça a fait du bien, voilà. Il y a aussi le fait qu'avant c'était par courrier que vous receviez des plaintes, ouais. Vous et les chaînes de télévision ou les stations de radio. Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux, donc c'est en direct, c'est tout de suite. Le retour du public et les critiques qui vont avec sont aussi immédiates. C'est peut-être ça qui change la donne. Ben, le problème, c'est pas forcément les gens qui critiquent, ce sont les décideurs qui prennent en compte les critiques. Parce qu'ils ont peur. Si quelqu'un, par exemple, a fait une mauvaise blague, il y a peut-être, je sais pas, 500 000 personnes qui vont râler. Donc les décideurs se disent, bon, on va enlever la personne du film, on va l'éliminer de la télévision, parce qu'il y a quand même une franche partie de la population, donc 500 000 personnes, qui vont partir. Quand Dieudonné passe à la télévision, il paraît qu'il y a 1 million de personnes qui zappent. Bon, ça, il faut prendre ça en compte. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Que les décideurs, les patrons de chaîne, les politiques, c'est ça, sont lâches? Oui, ils ont peur. Oui, comme ça a toujours été, on a peur. La France est un pays politiquement correct déjà parce qu'on a peur de tout. On a peur de ne pas manger, on a peur d'arriver en retard, on a peur de ne pas être aimé. La France, c'est un des pays les plus peureux au monde. Pourquoi? C'est le pays où il y a le plus de pharmacies au centimètre carré et le premier consommateur d'anxiolytiques. Donc le Français
en général, est un peureux. Dominé par la peur. Dominé par la peur. Et on l'a vu pendant les 2 ans, il y a eu une espèce de stress latent. Je pense à l'époque où vous receviez des courriers de gens mécontents, de gens racistes. Je vous ai entendu parler d'une lettre qui avait été envoyée à propos de vous et de Smaïn. Ouais. Et je cite, c'est quoi ce nègre et ce bico qui salissent notre télé à 8h moins quart? Je l'ai gardée, la lettre. Vous l'avez toujours? Bien sûr. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, symboliquement, c'est important. Je m'étais dit à l'époque, je continue ou j'arrête? Mon père m'a dit, continue. Je veux dire, ce type-là, au moins, il ne t'aime pas, tu le sais, mais il t'aime pas pourquoi? Comment peut-on reprocher à quelqu'un ce qu'il n'a pas choisi d'être? On ne choisit pas d'être arabe, juif, aveugle, handicapé. On ne choisit pas d'être chinois. J'ai pas choisi d'être métisse. Pourquoi on me le reproche? Donc quelqu'un qui te critique, c'est quelqu'un qui n'a pas une intelligence réflexive. Donc on le laisse, on lui en veut pas et on continue. Cette personne-là ne m'intéresse pas. S'il y a des arguments, allons-y. D'accord quand c'est entre vos mains, mais les patrons de chaîne, par exemple, auraient pu céder sous la pression de ce genre de courrier. J'imagine que ça n'a pas été le seul courrier raciste que vous ayez reçu. J'en ai reçu, mais j'ai même eu on m'a insulté il y a une dizaine d'années à un feu rouge. Il y a un type qui a failli m'écraser, qui m'a dit « sale arabe ». Il est parti à toute vitesse. J'ai rigolé. Les gens m'ont dit « pourquoi tu rigoles ?» Déjà, je ne suis pas arabe. Sale, je me suis lavé ce matin, j'ai pris une douche. Donc, il y a un truc... Et le mec ne me connaît pas. Donc, c'est sur une apparence qu'il m'a critiqué. Mais pourquoi il a peur de quoi? Je ne comprends pas le... Oui. Donc, les gens qui sont racistes et qui critiquent sur l'apparence, c'est des gens qui ne sont pas très intelligents. Donc, ça ne m'intéresse pas. On observe une nouvelle scène française, une nouvelle scène d'humoristes, je pense à Paul Mirabel ou à Mela Bédia, où on voit, et même un peu d'ailleurs chez Florence Foresti, on observe que les humoristes finalement tournent la moquerie vers eux-mêmes. On est beaucoup plus dans la moquerie de soi, comme ça on ne prend pas de risque. Oui, mais c'est intelligent aussi, parce que moi quand je me moque de moi-même, il y a des sujets que je peux aborder. Quand je fais un Mohamed, alias Momo, quand je dis cette phrase... Mohamed, non, Momo. Déjà, c'est quelqu'un qui a honte de ce qu'il est, donc ça veut dire quelque chose, donc il y a du sens. Dans tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait du sens. Alors, si ça passe par l'autodérision, c'est bien aussi. Il y a des humoristes qui vous font rire ou pas? J'ai cité Paul Mirabel, Mela Bédia. Oui, ils me font tous rire. C'est-à-dire que moi, vous êtes bon public. Je suis très bon public, mais quand je sors, il y a certains spectacles où je ne sais plus ce qu'ils ont raconté. Ça ne me touche pas, il n'y a pas de traces. Je préfère les humoristes qui sont intrusifs, qui me font bouger quelque chose dans ma tête ou qui me surprennent. Mais ça, c'est personnel. Avec Les Inconnus, vous avez quand même écrit 180 sketchs. Ah bon? On a fait ça? Oui, je vous ai entendu le dire en interview. Et vous en avez jeté beaucoup plus que vous n'en avez écrit, disiez-vous à ce moment-là. Lesquels partaient à la poubelle? Vous avez en mémoire des sketchs comme ça que vous jetiez parce que... D'ailleurs, pourquoi? Écoutez, chère madame, c'était avant Jésus-Christ, donc je m'en souviens plus très bien. Vous exagérez un peu. Non, mais des sketchs qui étaient moyens, avec des blagues ou des personnages qui n'étaient pas très bien formatés. Sinon, vous n'aviez pas de limite. Vous ne vous disiez pas, dans celui-là, on ne peut pas. Non, la seule limite, c'était on est 3. Donc, géométrie variable. S'il y en a 2 qui adhèrent, c'est bon. S'il y en a 2 qui disent non, ça pas. Oui, et puis si c'est les 3, ça part à la poubelle. Et si vous retrouviez vos compères aujourd'hui sur scène, est-ce que vous savez un peu instinctivement quel corps de métier vous moqueriez, quel courant vous Même moqueriez? si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est secret. C'est-à-dire on ne va pas dévoiler les choses. C'est comme un bébé, je veux dire, un prématuré. Je ne vais pas vous donner l'idée d'un sketch. Parce que vous allez remonter sur scène avec surtout si c'est une bonne idée. Vous êtes en train de travailler? Non, pas du tout. Non. Les Inconnus, là, pour l'instant, on n'est que dans l'audiovisuel. Voilà. Joker pour le reste. Non, mais je sais pas, je pense aux Instagrammeurs, enfin aux choses un peu faciles. Vous voyez, ces trucs du moment, quoi. Oui, mais je pense qu'individuellement... Ça peut vous inspirer? Individuellement, on sera inspiré, mais à 3, pour l'instant, pour la scène, il n'y a rien de prévu. Voilà. Je repense au sketch, Auteuil-Neuilly-Passy, Emmanuel tu descends, et vice-versa, Tournée-ménage. Tout le monde en a pris pour son grade. Vous n'avez épargné personne. Les riches, les jeunes de cité, les chanteurs de rock, les chirurgiens. Dans votre humour, on a l'impression qu'on est tous égaux. Est-ce que ça a été ça, peut-être, la clé? Non, le point commun de tous ces personnages, c'est qu'ils sont mauvais. Il y a les mauvais chasseurs et les bons chasseurs. Donc nous, tous les personnages, on parle que des mauvais. Et dans tous les métiers, il y a des bons. Ce qui nous intéresse, c'est... En fait, on ne fait pas rire avec du bonheur. Ce qui est intéressant, c'est toujours... tous les films
tous les films, toutes les grosses comédies, ce sont surtout des drames. Comme je dis souvent, La Grande Vadrouille, c'est un des films les plus drôles français. Il y a les Allemands derrière. S'il n'y a pas les Allemands, ça ne marche pas. Certains l'aiment chaud, avec Tony Curtis et son compère. Ce sont deux musiciens qui sont témoins d'un meurtre dans un garage à Chicago fait par la mafia. Ils sont menacés de meurtre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se déguisent en femmes pour intégrer un orchestre féminin. Mais tout le film, on veut les buter. Donc, et pour finir, les trois frères, c'est quoi? C'est trois mecs en galère. Moi, je me fais virer de mon boulot. Didier, il récupère un gamin, il se fait virer de sa famille. Bernard, c'est un comédien raté. Donc c'est quoi? La recette de l'humour, pour moi, c'est la politique du bouchon de liège. Plus vous l'enfoncez, plus on monte à la surface. Plus un héros ou une héroïne, vous l'enfoncez, vous la mettez dans la merde, pour dire plus simplement, et le spectateur va se dire comment va-t-il y arriver. Après, l'humour, la comédie, c'est le décalage, le caractère, les situations qui font que... C'est terrible ce que vous dites sur l'humain. Ça veut dire qu'on aime se moquer de ceux qui vont mal, de ceux qui sont au plus mal. Je suis désolé, c'est comme ça. L'arroseur arrosé, quand quelqu'un tombe sur une peau de banane, ça fait rire. C'est un principe, je dirais... Il y a quelque chose de sadique dans le rire. C'est psychanalytique même, je dirais. Bien sûr. Vous avez parlé des bons et des mauvais chasseurs, et moi je veux absolument reparler de ce sketch. J'y tiens parce qu'en plus d'être drôle, je trouve à titre personnel qu'il a quelque chose de visionnaire. Le Sénat a remis un rapport il y a quelque temps sur la sécurisation de la chasse. Et il préconise notamment d'interdire l'alcool et les stupéfiants. Ce qui a provoqué une onde de choc parmi beaucoup de Français qui ignoraient qu'on avait le droit de boire ou même de se droguer avant d'aller chasser. Votre sketch, il date de 1991. Et dès 91, vous pointez une dérive, quelque chose qui ne va pas bien. Vous moquez ces chasseurs qui sont complètement ivres. Oui, pourquoi? Parce que nous, à l'époque, ça nous touchait. On était concernés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des bêtises, et donc, nous, ça nous a alertés déjà à l'époque. Mais il y a plein de choses encore aujourd'hui qui nous alertent, dont on pourrait parler, mais dont on ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il faut occulter, c'est dangereux, c'est pas bien. Mais à un moment donné, le rôle de l'artiste, c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'artiste avait une fonction sociale. C'est l'effet miroir qui se met en place. C'est pour ça que les comédiens étaient excommuniés au Moyen-Âge, parce qu'ils étaient dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils représentaient le peuple tel qu'il vivait les choses, les événements. Donc le peuple prenait conscience qu'il y avait un dysfonctionnement. Donc d'où la révolution, d'où la rébellion. C'est pour ça que les artistes sont dangereux. Léonard de Vinci a dit beaucoup de choses. Il était athée, mais c'est l'Église qui payait ses tableaux. Mais dans ces tableaux, il mettait des signes pour dire que, attention, et nous les artistes, notre fonction... C'est pour ça qu'on a une position particulière. Ceux d'en haut ont besoin de nous, et ceux d'en bas ont besoin de nous pour les divertir, et ceux d'en haut pour manipuler ceux d'en bas. C'est chaud, hein? Mais c'est comme ça que ça se passe. Vous vous sentez un peu artiste engagé, vous? À partir du moment où j'achète du pain, je suis un citoyen engagé, parce que je prends une position, oui, engagé, j'ai un point de vue. Et vous la sentez, cette nostalgie des Français vis-à-vis des inconnus? Vous l'observez, on vous le dit, on vous dit qu'on regrette ce moment où vous pouviez moquer tout cela? C'est très affectif. On a la chance que nos sketchs passent sur Internet. On a plus d'1 milliard de vues, ce qui est génial. Donc ça veut dire que les parents ont fait la transmission. Non, ce qui est super, c'est que tous les jours, il y a des signes d'affection des gens qui nous aiment et qui nous font savoir. Voilà. On leur a fait du bien, ils nous font du bien. Et pas d'insultes, pas de critiques sur les sketchs d'avant? Non, bizarrement, non. Ah, c'est intéressant. On va arrêter de parler des inconnus un petit peu. On va parler de vous, d'autres choses. De votre histoire personnelle. Oh, votre histoire personnelle est intimement liée quand même aux inconnus. Pour ça, je vais d'abord vous montrer un document. C'est une archive qui nous a été transmise par les Archives nationales, qui sont nos partenaires sur cette émission. C'est un document préparatoire à la remise de la Légion d'honneur pour Hégésippe Jean Légitimus, surnommé le Jaurès noir, président du Conseil général, député de la Guadeloupe sous la Troisième République, maire de Pointe-à-Pitre, fondateur du Parti socialiste guadeloupéen. Et encore, j'ai enlevé des choses. Et sur ce document, il est écrit: a utilisé en faveur de la France son influence morale indiscutable sur les populations de couleur de la Guadeloupe. Vous êtes son arrière-petit-fils, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Est-ce qu'il a été comme un pont entre les populations des Outre-mer et de métropole? Qu'est-ce qu'il représente aussi pour vous dans votre famille? Il était en tout cas le plénipotentiaire, le représentant d'une population souffrante, souffreteuse, pour faire un néologisme, parce qu'évidemment, les Antillais, ce sont donc des fils d'esclaves qui ont été déportés, et les Antillaises, bien sûr, il ne faut pas les oublier. Et donc, il y avait encore cet esprit un peu colonialiste, à l'époque, encore un petit peu aujourd'hui, mais ça, c'est sous notre forme, plutôt sous une forme économique. Et c'est vrai qu'il a essayé de défendre habilement, intelligemment,
les avantages de tous ces gens qui étaient désœuvrés. Il a été une figure importante dans votre famille, on parlait de lui, on se Oui. dit c'était un grand homme. Bah, c'était un grand homme, donc il y avait une fierté. C'est-à-dire que donc, je ne suis pas né de rien. Donc, ma grand-mère, Darling Legitimus, est devenue célèbre en faisant la comédie. C'était une des premières comédiennes à forte pigmentation. Parce qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Hein. Moi, je dis plus le téléphone arabe, j'ai dit les kabyles téléphoniques. Je dis plus un nain, je dis un homme verticalement concentré. Donc, c'est compliqué. Bref, blague à part. Tout ça pour dire que mon père était comédien et son père, donc le mari de ma grand-mère, était aussi un peu politicien. Donc, je suis issu, avec tous mes cousins et cousines, que je salue, je suis obligé de faire honneur à tous ces gens qui ont fait des choses positives. Il y avait presque une évidence à en arriver là aujourd'hui. C'est-à-dire, vous êtes un concentré de tout cela. Une partie comédie, une partie journaliste, une partie... Non, j'étais pas parti pour ça, moi. C'est le destin qui m'a mis en... Non, j'étais pas formaté pour... Je pense que tout est prévu à l'avance. Moi, je crois beaucoup au monde de l'invisible. Je pense que le tapis rouge se déroule, en fait. Il y a des choses... Après, c'est le libre arbitre qui fait que... Mais je pense que j'ai une destinée, et puis je la suis. Hein. Je vous le rends, ça je le garde, je le rends. Comme vous voulez. Non, je l'ai, je pense. Votre mère était d'origine arménienne. Je crois que vous avez appris l'arménien très tôt. Vous aidiez même votre grand-mère à comprendre ce que disait le facteur ou le plombier. C'est une origine qu'on ne vous connaît pas vraiment, très peu, finalement. Oh, maintenant, si, parce que j'en ai fait un spectacle en 2011 qui parlait de ma couleur entre deux chaises. C'est vrai que j'ai été élevé dans deux énergies très différentes, mais plutôt complémentaires. Et le métissage, c'est intéressant. Et elle vous racontait le génocide des Arméniens. Ça, je raconte l'esclavage avec humour, bien sûr, et aussi le génocide. Avec humour aussi ? Obligé, bien sûr. Oui. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que plus c'est grave, plus... Ce qui est intéressant, c'est de trouver la manière de faire rire avec des choses graves. La pilule passe mieux. Un héritage lourd, une enfance pas super marrante. Quand vous êtes petit, une maladie des os vous fait aller dans une maison de santé pendant près de 2 ans et vous prive de vos parents. Et je crois que quand vous revenez, vous êtes mutique, introverti. Il y a un petit frère qui est né entre-temps. Et là, c'est votre père qui prend la bonne décision, celle qui va déterminer votre vie, puisqu'il vous inscrit à des cours de théâtre. Et là, vous commencez... Non, il m'a inscrit directement, il m'a fait engager, enfin j'ai passé l'audition, dans une comédie musicale pour enfants. Produite par Marthe Mercadier, qui s'appelait La Planète Inconnue, c'est ça ? Oui, le hasard. C'est incroyable. La Planète Inconnue, déjà... c'était écrit. J'avais 10 ans et ce mot-là est venu... d'une manière éruptive comme ça. Et vous jouiez tous les week-ends, tous les jeudis et samedis après-midi. Au lycée, vous créez un club de théâtre. Est-ce que vous diriez que c'est même le théâtre qui vous a libéré de ce mutisme, de cette... La réponse est dans la question. Oui, à ce point-là. Oui, quelque évidemment. Chose qui vous a complètement... Ça a été une révélation pour vous ? C'est pas une révélation, c'est-à-dire que c'était... comment on appelle ça ? C'est une thérapie, voilà. C'est-à-dire que moi qui ne parlais pas beaucoup, le fait de m'exprimer à travers des personnages, ça m'a aidé, voilà, tout simplement. Vous étiez aussi un enfant mis de côté, vous avez subi du racisme, on n'identifiait pas bien vos origines. Non, on me disait t'es arabe, t'es quoi, t'es indien, t'es brésilien. Oui, parce que c'était pas très clair, c'est le cas de le dire. Quand vous avez 200 cotons-tiges dans une cour d'école et un cachou, on voit que le cachou. Donc une forme de double racisme. Vous n'étiez pas assez blanc côté blanc et pas assez noir côté noir. C'est un peu ça que vous avez. Et dans les années 70, c'était chaud quand même. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient mal éduqués et puis qui me prenaient... c'est que la transmission ne s'est pas faite. Ils ne voyaient pas l'humain, ils voyaient l'aspect... Mais depuis, je me suis rattrapé. Oui, vous le dites avec un peu de distance, un peu de légèreté et d'humour aujourd'hui, mais est-ce que ça vous a profondément blessé ? Est-ce qu'il y a eu des moments qui vous ont marqué ? Oui, bien sûr. Moi, on m'a brûlé mes vêtements, on m'a pissé dessus, on m'a frappé. Non, j'ai subi beaucoup de choses, mais je trouve que si je devais refaire la même chose, je pense que le parcours, je le referais identiquement pareil, parce que ça m'a forgé aujourd'hui ce que je suis, et je trouve qu'il y a eu Je suis pas rancunier, j'ai pas de haine... Mais vous dites qu'on a brûlé vos vêtements, on vous a fait pipi dessus. C'est ça que vous avez subi quand vous étiez... bien sûr. Ma mère m'avait acheté un Duffelcoat, je me rappelle, marron, et un mec qui a pris une allumette, il me l'a mis ça dans ma capuche, et ça a cramé. Même j'avais un peu les cheveux un peu... Non, c'était chaud, c'est le cas de le dire. Mais c'est comme ça. Il y a des gens méchants sur Terre, faut pas oublier. Il y a des gentils puis des méchants. Puis il y a des bons. Mais c'est intéressant de voir votre façon de raconter les choses comme si finalement c'était pas si grave, vous êtes passé... Est-ce que c'est le rire aussi qui vous a permis finalement de... Mon père et ma mère m'ont bien éduqué, ils m'ont fait comprendre que
fallait être dans l'empathie, il fallait être toujours positif. Parce que si j'avais été dans une colère et dans une rage, je ne serais pas là aujourd'hui. Je me serais battu, je serais devenu un voyou, quoi, pour me venger, pour taper, Ça vous a démangé quand même? Bah, vous savez, si on viole votre fille, à un moment donné, vous avez, c'est quoi la réaction? Non, non, vas-y, continue, c'est pas grave. Non, évidemment. Mais il faut passer au-delà de ça, parce que, en tout cas, j'ai bien compris que le stress et la peur, ça crée ce qu'on appelle du stress oxydatif. C'est-à-dire que c'est un liquide qui fait vieillir vos organes, donc vous vieillissez plus vite. D'accord. Moi, je veux vivre longtemps. Donc, yes. On poursuit un petit peu votre vie. La réussite au théâtre arrive assez vite. Gros succès avec le théâtre de Bouvard. Et votre audition devant Philippe Bouvard est assez mémorable, je crois. Vous nous racontez ou je le fais? Faites-le. Hein, aucun des sujets tirés au sort ne vous plaît. Pendant 2h30, vous attendez, vous observez et votre copain veut partir. Mais finalement, il y a un sujet qui vous inspire. Le patron d'une ébénisterie passe une annonce dans le Figaro et c'est un immigré qui se présente. Et il y a quelque chose qui va plaire à Bouvard, c'est que vous n'allez pas prendre le rôle que peut-être certains auraient attendu de vous. Vous prenez le rôle du patron. Oui, c'est ça. J'aime surprendre. Et toute ma vie, j'ai refusé tous les scénarios. C'était marqué noir, africain, racaille, chauffeur de taxi. Je dis, moi, je vais toujours faire le rôle du médecin ou de l'avocat. Donc c'est pour ça que je me suis respecté, en fait. J'ai refusé de faire des rôles, ce qu'on appelle des rôles mineurs, peu intéressants, basés sur l'apparence. C'est encore le cas aujourd'hui. Beaucoup de comédiens disent on me prend pour, entre guillemets, l'arabe de service. Ça a bougé. Ça a bougé. Alors, il y a eu Omar Sy, mais il n'y a que lui. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs à forte pigmentation. Il y en a de plus en plus en télévision. J'ai l'impression qu'on les met parce que, voilà, c'est le quota. Mais je trouve que la France n'est pas assez bien représentée, évidemment, dans les médias. Encore. Il y a une frilosité, mais bon, il y a encore quelques combats à mener. Accompagner, transmettre, c'est vraiment votre truc. Vous êtes aussi prof dans des écoles de cinéma. Transmettre et mettre en transe. Et mettre en transe, oh là, c'est ambitieux. Vous êtes prof dans des écoles de cinéma, de théâtre, vous intervenez même dans des entreprises, vous coachez des grands patrons. Et du coup, je me suis demandé si vous aviez déjà coaché des élus, des hommes et des femmes politiques, ou si ça vous intéresserait dans leur prise de parole en public, dans leur gestuelle, dans leur façon d'assumer leur corps et leurs paroles. Alors, moins dans la prise de parole, mais c'est plus sur le comportement et je dirais même... c'est tout moi, ce qui m'intéresse, c'est les névroses. Alors, je vais plutôt dire ça différemment. J'ai une capacité à voir, à voir, et surtout à trouver les solutions. Voilà. À voir ce qui ne va pas dans la gestuelle, dans la façon de se comporter. Dans tout, j'ai une espèce de 7e, 8e sens. Je pense que ça vient de ma grand-mère, mais je suis très sensible, et ça se développe de plus en plus. Je vois beaucoup de choses, et je ne sais pas d'où ça vient, mais surtout, je trouve les solutions. Parce que j'ai compris comment ça fonctionne. Et j'ai beaucoup étudié l'être humain, surtout le monde de l'invisible m'intéresse beaucoup. Mais vous l'avez déjà fait avec des hommes et des femmes politiques? Pas politiques, mais des gens qui avaient des positions importantes. Mais ça vous dirait ou, je veux dire, quand vous voyez des hommes et des femmes politiques prendre la parole, notamment en campagne présidentielle, beaucoup ont critiqué, par exemple, Valérie Pécresse, dont la gestuelle ne semblait pas haranguer les foules, d'après certains. Est-ce que, quand vous voyez ce genre de personnage politique, vous dites « Ah, je lui dirais bien de faire ci ». Ouais, mais ça ne m'intéresse pas parce que c'est facile à... Les solutions sont faciles. Quand quelqu'un est pas bien, il faut qu'il respire, il y a une articulation, il y a des tempos, il y a une rythmique, il y a une posture. Ça, c'est facile. Ce qui est plus intéressant, c'est quelqu'un qui est mal dans sa sexualité, dans son couple, qui éduque mal ses enfants, qui a des mauvais comportements, qui pense avoir raison, qui a de l'ego, des réflexes qu'il a du mal à enlever. Ça, c'est intéressant. Ça m'intéresse beaucoup plus à travailler que les choses techniques. Moi, c'est plus l'humain. C'est la psychologie même. Oui, c'est l'humain. J'arrive à réharmoniser, quoi. Voilà. Mais des politiques vous contactent ou pas? Non. Les politiques, c'est un panier de crabes, il faut se les farcir. Donc, s'ils veulent, ils sont la bienvenue, mais j'en ai rencontré beaucoup. J'ai même déjeuné ici plusieurs fois. Ils sont tous très intéressants, mais ils ont une posture parce qu'ils ont un métier. Il y a l'apparence, et puis quand ils sont chez eux en pyjama, c'est pas la même chose. Vous avez déjeuné avec qui? Avec Laurent Fabius? Fabius, Jacques Lang, et consorts. J'ai des photos pour vous, Pascal Légitimus. La première, la voici. C'est une affiche de la Cité de la Peur avec le groupe d'acteurs Les Nuls. J'adore. Humoristes qui faisaient des sketchs à peu près à la même époque que Les Inconnus, d'ailleurs. Il y avait même un peu deux écoles. Moi, je me souviens, j'ai connu cette époque où on parlait, est-ce que tu es plutôt team Les Nuls ou team Les Inconnus? Ils vous faisaient rire?
Ah oui, mais j'adore, moi, mais bien sûr, c'est un humour qui me fait beaucoup. J'ai d'ailleurs travaillé avec Chantal Lobby. Et oui, c'est un humour un peu potache, un peu comme ça, au 6e degré, très américain. Moi, j'ai adoré et j'adore toujours. Ouais. Plus dans l'absurde que les inconnus qui oui, étaient parce que dans le réel. nous, on était plus sociétal. Il y avait beaucoup de références. Eux, c'est du 5e degré. Mais c'est un peu à la Monty Python, c'est très, très drôle. Jamais de concurrence? C'est les gens qui parlaient de ça. Hein. Nous, on n'a jamais été concurrents. Au contraire, on s'est vu à Montréal en 87. On a même failli avoir l'idée de faire les Inconnuls. Vous voyez, c'était une idée. Ça s'est pas fait pour plein de raisons d'emploi du temps. Mais c'est très dommage. je sais bien. Vous auriez tellement rassemblé. Ouais, je sais. Les Inconnuls? Ouais. Mais il faut le faire. Avec Chaban, on en avait parlé. Faut le faire. On est trop vieux, madame. On est dans les EHPAD bientôt. Mais pourquoi? Pas du tout. Trop tard. Ça plairait tellement à vous. Oui, mais il y en a un qui est producteur, l'autre c'est une star maintenant avec le bon Dieu, puis enfin bref, ils font tous des... Bon, voilà. Une dernière photo, alors là ça va en surprendre plus d'un, évidemment vous l'avez reconnu, c'est Éric Zemmour. Ah, on dirait, polémiste devenu homme politique aujourd'hui, et c'est l'un des premiers journalistes à avoir écrit sur vous. Ouais. Il était alors journaliste à l'événement du jeudi et il saluait votre spectacle, je crois. Oui, c'est Paul Lederman et Claude Martinez, nos producteurs, qui ont fait appel à lui pour faire un papier plutôt analytique sur le phénomène des inconnus. Je crois que c'était en 90. Et à l'époque, il était jeune journaliste et le papier était plutôt brillant, ouais. Et il disait quoi de bien sur vous? Je ne me rappelle plus, mais il analysait le phénomène des inconnus, cette montée soudaine de 3 types qui taclaient un peu la société. C'est gênant d'être apprécié d'Éric Zemmour ou pas? Bah non, parce qu'il y a avant, il y a après et pendant. Ça, c'était avant, donc moi, je le connais pas, hein, donc il ressemble à Mr Bean, je trouve. Il appréciera. J'ai une dernière question qui est en lien avec notre lieu, Pascal Légitimus. Vous les avez repérés juste avant le début de l'émission, alors je vais vous les détailler. On est entouré de 4 statues qui représentent chacune une vertu. J'ai vu. Derrière vous, il y a la sagesse, ici, il y a la prudence, ici, il y a la justice, et derrière moi, il y a l'éloquence. Vous avez repéré l'éloquence qui était derrière moi tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours cette vertu qui vous parle? Non, moi, je suis plutôt justice. Pourquoi? Parce que moi, j'ai horreur de l'injustice. Quand j'étais gamin à l'école, dès qu'il y avait un petit qui se faisait frapper ou qu'il y avait une injustice, j'étais toujours là, un peu à la Robin des Bois, pour dire ça m'a toujours. Alors c'est mon père qui a dû m'éduquer comme ça, je pense. Mais j'ai toujours été énervé quand il y avait de l'injustice. Voilà, et encore aujourd'hui, voilà. Je ne comprends pas. Déséquilibre. Enfin, je comprends pas. Si, mais j'aurais été un avocat aussi. Tiens, c'est un métier qui m'aurait beaucoup plu. Il y a une injustice qui vous révolte en particulier? La liste serait trop longue. Trop longue. Ouais. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Non, mais évidemment. Mais je pense que c'est à chacun de rétablir l'harmonie, la joie. Et c'est important d'être dans la joie aujourd'hui. Voilà. Alors on s'arrêtera sur ce mot, alors sur la joie. Merci. Oui, c'est important. Merci infiniment, Pascal Légitimus. C'est fini. Mais oui, c'est déjà fini. Ah non, mais c'est trop court, votre émission. Là. Mais non, c'est pas trop court. Je vous l'ai dit, c'est trop court. Vous avez eu le temps de dire plein de choses. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. J'ai parlé vite, pour ça. Ouais, bah voilà, du coup. À bientôt, peut-être avant. Au revoir, à bientôt. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine. Une émission que vous pouvez retrouver en replay sur notre site internet et puis en podcast aussi, ne l'oubliez pas, chaque semaine. Merci beaucoup, à très bientôt sur Public Sénat.